Bonjour ou bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans le monde en 7 ce samedi 15 avril 2023. Comme toujours, nous revenons sur quelques sujets importants de l'actualité de la semaine et pour ce nouveau numéro, nous allons parler du Burkina Faso, évoquer la mobilisation décrétée, la mobilisation générale décrétée par les autorités de la transition pour lutter contre le terrorisme. Nous irons ensuite du côté de la République démocratique du Congo. Le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi dit niet à des discussions avec le mouvement M23 et en deuxième partie, on va parler du Togo avec cette question. Quelle stratégie pour l'opposition? On sait que le Togo est dans une année électorale, législative et régionale vont être organisées. C'est pendant ce temps qu'on assiste encore à des bisbilles au sein de l'opposition. Deux invités pour faire le débat pour le moment. Je commence avec Germain Sossou, le temps oblige. Il est homme politique des forces socialistes de l'avenir. Bonsoir Germain Sossou. Bonsoir mon cher Samuel, bonsoir à toutes et à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Et merci à vous d'être notre invité. Le second, ce sera Germain Pouli qui nous rejoindra d'un moment à l'autre. On va commencer donc, comme je le disais, avec le Burkina Faso. Menacé par la progression des groupes terroristes, le Burkina Faso a décrété le jeudi dernier la mobilisation générale afin de donner à l'État tous les moyens nécessaires pour faire face aux attaques qui frappent le pays. Le Burkina, c'était le 13 avril, a décrété la mobilisation générale. Il s'agit surtout à travers ce décret de donner un cadre juridique légal à l'ensemble des actions à mettre en œuvre pour faire face à la situation que vit le Burkina Faso. C'est ce que précise un communiqué de la présidence publié à l'issue du Conseil des ministres. Comment les Burkinabés réagissent à cette décision prise par les autorités de la transition? On va écouter quelques-uns d'entre eux avant de faire le débat. En tout cas, je pense que si cette mesure-là, chacun le prend à cœur, chaque citoyen du Burkina Faso, en tout cas, le prend à cœur, on va arriver à lutter contre le terrorisme. Parce que si on a seulement les yeux fixés sur l'armée, ça va être compliqué. Voilà, les ancêtres ont lutté pour ce pays jusqu'à présent. Nous aussi, on ne doit pas nous laisser faire, on ne doit pas laisser les terroristes venir nous envahir sans rien faire. Je pense que l'idée là, elle est tout à fait bonne. Elle est parfaite. Donc nous, en tant que jeunes, nous devons être prêts à tout moment et nous devons nous mobiliser même. Donc voilà la mesure de mobilisation générale qui rend applicable sur toute l'étendue du territoire certaines mesures de défense. Elle entraîne l'état d'urgence dans les parties du territoire concernées. Ça veut dire concrètement que le Burkina, l'État burkinabé peut réquisitionner tout citoyen pour participer donc à l'effort de guerre. Germain Sossou, une première question. Lorsque l'État en arrive à la mobilisation générale, cela voudra dire que la situation sécuritaire ne s'améliore pas. Oui, mais c'est une première, hein, parce que sur cette question de mobilisation générale, il faut déjà dire que je suis conscient que notre État voisin, le Burkina, traverse des problèmes de terrorisme, y compris nous-mêmes, le Togo. Bon, par rapport donc à ce problème, je sais que l'État burkinabé a fait des efforts. Hein. Il faut donc passer sous silence dans la richesse des solutions, les différents coups d'État qui se sont succédés. Et sur ce plan, je voudrais juste rappeler, pour dire que sur le principe, moi, je n'ai jamais été pour les coups d'État militaires. Ouais. Mais la situation du Burkina, comme celle du Mali, nous avait amené à nuancer et à comprendre ce qui se passait. Donc j'ai été, moi-même, j'ai beaucoup soutenu et applaudi donc les efforts que le gouvernement burkinabé a eu à consentir. Mais tout récemment, quand j'ai entendu parler de la mobilisation générale, je me suis posé beaucoup de questions. Parce que pour moi, jusqu'à preuve de contraire, c'est une première. Quand je dis mobilisation générale, ce que j'ai toujours su, c'est en cas de guerre. Lorsqu'il y a guerre, qu'est-ce qu'on appelle une guerre? C'est vraiment la guerre entre États. Par exemple, ce que nous avons connu dans le temps, la Première et la Seconde Guerre mondiale, ou ce qui se passe actuellement en Russie. On peut donc décider d'aller à la mobilisation générale. Et effectivement, le terme mobilisation générale amène donc l'État à suspendre un certain nombre de libertés, à passer véritablement à la... comme on l'a dit tout à l'heure, à faire en sorte que les biens, même les personnes, soient peut-être mis à la disposition de l'État pour l'atteinte de l'objectif. C'est une guerre, bien sûr, comment l'appelle-t-on au Burkina, mais est-ce que c'est une guerre conventionnelle?
Nous savons que le terrorisme, c'est une guerre, mais c'est une guerre qui n'a pas le caractère des guerres conventionnelles. Maintenant qu'on dise qu'on va faire la mobilisation générale, moi je voudrais vraiment comprendre ce qu'on met dans la mobilisation générale. Parce que moi mon souhait c'est que le Burkina puisse véritablement réussir ce qui se passe. Parce que nous-mêmes nous sommes traversés par la question du terrorisme. Parce que est-ce que demain ça va être le cas du Niger, du Togo, de la Guinée, enfin comment on l'appelle, de la Guinée, tout ça là qui du Mali. Voilà, du Mali. Et donc, qu'est-ce qu'on met dans l'État, enfin, dans la mobilisation générale? C'est ce qui m'inquiète. J'ai un bon espoir que l'État du Burkina a réfléchi sur tous les aspects. Parce que on va revenir tout à l'heure peut-être pour chercher à comprendre qu'est-ce qu'on met dans la mobilisation générale. Parce que moi, j'ai commencé par me poser des questions et je me dis, est-ce que vraiment c'est la bonne manière? Parce que le Burkina a quand même eu des adhésions sur le plan de volontariat. Des gens se sont inscrits massivement pour aller sur le front. Et VDP alors, notamment. Qu'est-ce qui est arrivé entre-temps pour qu'on arrive à la mobilisation générale? Est-ce que la mobilisation générale, maintenant, est-ce qu'elle va véritablement accentuer l'adhésion? Est-ce que véritablement, les gens ne vont plus se méfier? Est-ce que les gens ne vont pas se poser des questions? Comment cela va se faire? Donc, c'est aux questions. Ma perplexité se trouve là. Donc maintenant, on verra qu'est-ce qu'on met dans la mobilisation générale. Il faut préciser que les contours précis de cette mobilisation générale n'ont pas été précisés, n'ont pas été détaillés par les autorités de la transition. En tout cas, une source sécuritaire de Roran a estimé que cette mesure rend applicable sur toute l'étendue du territoire cette mobilisation donc rend applicable sur toute l'étendue du territoire certaines mesures de défense. Elle entraîne l'état d'urgence dans les parties du territoire concernées. On accueille donc Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel, bonsoir à mon homonyme et toutes mes excuses aux téléspectateurs. Merci de nous rejoindre ici. Nous étions donc en train de parler du Burkina Faso avec cette mesure de mobilisation générale décrétée par les autorités burkinabè pour faire face à l'évolution de la situation sécuritaire dans le pays. On sait quand même que dans le courant de cette semaine, 44 civils ont encore été tués dans l'attaque de 2 villages dans le nord-est du pays. Finalement, je pense Germain le disait, on sait qu'il y a eu les volontaires pour la défense de la patrie. Des milliers de personnes se sont enrôlées. Est-ce que c'est l'échec des actions des forces de défense, c'est l'échec des VDP qui fait qu'on est obligé aujourd'hui de passer à la mobilisation générale? Bon, il y a eu un échec des forces de défense et de sécurité de Burkina Faso quand ces forces-là sont incapables de défendre l'intégrité du territoire au point où on dit aujourd'hui que plus de 30 ou 40% du territoire n'est pas sous contrôle. C'est un échec. Et cet échec qui a été ressenti il y a longtemps, quand même, a amené les autorités à appeler des citoyens à s'engager comme volontaires, ce qui a été fait par milliers. Maintenant, est-ce que ces volontaires-là ont échoué? Je ne dirais pas qu'ils ont échoué, mais je pense que la guerre prend une autre tournure. Et l'État a besoin de plus de l'adhésion de la population. Alors vous verrez que cette mesure de mobilisation générale va de pair avec la mesure de mise en garde. Voilà, qui fait qu'on voudrait vraiment restreindre certaines libertés et engager toutes les énergies du Burkina vers cette lutte commune. Donc je crois que c'est beaucoup plus du côté de la mise en garde, mais que le gouvernement met l'accent. Parce qu'au niveau de la mobilisation générale, il y a déjà ces volontaires-là qui sont arrivés par dizaines de milliers et qui ne sont pas intégrés dans l'armée. Maintenant, la mobilisation voudrait dire que tout jeune burkinabé en âge de combattre peut être considéré comme un militaire à tout moment. Maintenant, est-ce que ces volontaires-là, est-ce qu'ils ont déjà reçu la formation de militaire? Est-ce qu'ils sont déjà encadrés pour être opérationnels comme les militaires? Je ne pense pas. S'il y a à envoyer des gens déjà pour faire la guerre, ça va être ces volontaires-là qui doivent être mieux outillés, mieux formés pour intégrer déjà l'armée comme une forme de recrutement. Parce que quand tu parles de mobilisation générale, à mon sens, c'est un recrutement de tous les jeunes qui ne dit pas son nom, mais c'est l'esprit qui, à mon avis, est important pour ce gouvernement-là, c'est de dire à tous les Burkinabés qui sont en guerre et qu'à tout moment, on peut choisir n'importe qui pour aller au front.
Donc, ceci dit, ceux qui rament peut-être à contre-courant, ceux qui mettent la liberté en avant et peut-être freinent l'élan des actions entreprises par le gouvernement, c'est à eux que s'adresse un peu cette mise en garde. Maintenant, cette mobilisation générale, en attendant de connaître son contenu et comment elle va se faire, je ne pense pas qu'elle va être effective à mon sens, parce qu'il y a déjà des milliers de jeunes qui sont engagés comme volontaires. Cela aide les forces de défense, mais ils ne sont pas encore prêts pour aller au front parce qu'ils n'ont pas encore une formation militaire, parce que quand bien même le gouvernement, depuis quelques mois, avait demandé une aide pour armer ces volontaires-là, je ne pense pas que ce soit déjà fait. Donc il faut déjà s'occuper de ces jeunes volontaires là qui veulent défendre la patrie, les former, les intégrer à l'armée régulière. Et en ce moment-là, s'il y a insuffisance d'effectifs, on pourrait recruter des jeunes de gré ou de force, les enrôler pour défendre la patrie. Mais à mon sens, je ne pense pas que l'armée ou les autorités sont déjà à ce niveau. C'est déjà une façon de mettre dans la tête de tout le monde qu'il est devenu un combattant désormais et qu'il doit s'aligner derrière ce qui est en train de se faire. Et vous savez que le jeune président, le capitaine, a aujourd'hui tous les pouvoirs en ses mains. Donc il n'a plus besoin de respecter la Constitution, il n'a plus besoin. Il est devenu un dictateur au sens premier du terme, l'homme qui vient pour essayer de sauver une certaine situation et dans les mains de qui on met tous les pouvoirs. Donc je pense qu'en ce moment, c'est ce que le capitaine Traoré a obtenu et il essaie de mobiliser les Burkinabés. Je ne pense pas qu'en l'étape actuelle, on a besoin d'enrôler beaucoup plus de jeunes Burkinabés dans l'armée. D'abord que ces volontaires-là ne sont pas totalement intégrés, ça devrait se faire par étapes, à moins que cette mobilisation générale soit un processus à travers lequel on va intégrer déjà ces volontaires et puis recruter de nouveaux volontaires ou choisir de force des jeunes Burkinabés pour défendre leur patrie. Alors, il y a donc ce deuxième point que touchait Germain, c'est que parallèlement à cette mobilisation générale, il y a donc ce décret de la mise en garde qui regroupe un ensemble de mesures décrétées par le chef de l'État visant à assurer la liberté d'action du gouvernement. Ça veut dire concrètement que, mise en garde, le gouvernement est libre par rapport à la situation sécuritaire de prendre toutes les mesures. Mais déjà, c'est un gouvernement qui est accusé de restreindre les libertés au nom de la sécurité. Vous savez, moi, tout ce qui tend à restreindre les libertés, c'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure que, concernant le cas du Burkina, j'ai beaucoup salué ce qui a été fait, tout en restant prudent. Parce que moi, c'est pour cela que je ne suis pas d'accord que les militaires prennent le pouvoir. Vous m'excusez de le dire ainsi. J'ai salué ce qui a été fait. Vous voyez, mes craintes commencent par se préciser. Vous l'avez dit, si bien dit. Quelqu'un qui vient au pouvoir, il n'est pas venu par l'élection. Il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Il a une situation. Pour lui, tout ce qu'il doit faire pour trouver des solutions aux problèmes, c'est ce qu'il est en train de faire. Sauf que nous ne sommes plus dans les périodes du monolithisme. On a dépassé ça. Vous savez, quand on dit qu'on fait la mobilisation générale, suivie de la mise en garde, vous savez que cette disposition-là peut amener le gouvernement, même si vous avez les moyens financiers qui sont les vôtres dans une banque, le gouvernement peut décider au nom de la situation de l'État pour dire, nous avons besoin de vos fonds, nous avons besoin de votre véhicule, nous avons besoin de votre maison, nous avons besoin de votre station de radio, de télévision. Vous savez, c'est ça voudrait dire. Jusqu'à preuve de contraire. Vous comprenez? Et est-ce que si vraiment, à moins qu'on a pris des dispositions, on encadre que ce n'est pas ce que je suis en train d'expliquer. Parce qu'à partir de cet instant-là, ça ne va pas seulement à la mise en berne des libertés de mouvement. C'est au-delà. Ici, c'est que le gouvernement s'arroge tous les droits. Et à partir de cet instant-là, je me demande si l'économie va vraiment se porter bien après qu'ils aient obtenu le résultat. Je n'ai pas eu connaissance de la durée je ne sais pas si vous... Parce que quand on dit, on sent la mobilisation, parfois on donne... Parce que là, ce que je dis, les contours sont encore imprécis. Est-ce que c'est 1 an, c'est 2 ans, tout ça? Mais quand on laisse des parties comme ça aussi floues, ça devient dangereux. Et donc, ça voudrait dire que demain, quand le gouvernement va vouloir agir,
au nom des dispositions qui ont été... C'est pour cela qu'il est passé par... il a demandé l'avis de la Cour constitutionnelle, tout ça là. Il se donne les moyens pour agir. Mais sauf que, ce que je ne souhaite pas pour le Burkina, c'est pour cela que je suis inquiet. Parce que je sais que ça va créer... Or, la démarche du président actuel, c'est de trouver des solutions. Or, le djihadisme, le désordre qui est en train d'être semé aussi, on connaît les causes. Vous savez, si vous prenez des dispositions, qu'au sortir, votre pays devient plus pauvre, ça devient plus exsangue et la pauvreté s'est installée, les djihadistes que vous allez combattre vont être maintenant dans vos propres familles. Donc, c'est pour cela que je me pose la question, si cette question a été véritablement bien discutée, parce que les aspects économiques vont en pâtir. Au-delà des aspects des libertés, parce qu'ils ne veulent pas que les gens parlent comme nous. Aujourd'hui, je suis en train de... Vous savez qu'avant même qu'on ne prenne une disposition, il y a un homme de... Oui, il y a eu le cas d'un journaliste, d'un homme de la société civile qui a contesté, qu'on a pris comme ça, qu'on a porté les treillis pour aller sur le terrain, et à qui on a présenté les caméras pour dire... Voilà, ça c'est des méthodes d'ancêtres qui reviennent. Mais je ne sais pas si aujourd'hui les gens... Mais j'ai peur pour le Burkina parce que... Et je veux bien me tromper. J'ai peur pour le Burkina. J'ai peur parce que les opérateurs économiques peuvent fuir. Les gens peuvent quitter le pays. À moins qu'ils mettent pour empêcher les gens de partir. On ne sait pas ça, ils veulent. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui justifie le fait qu'on demande. Quand vous dites que ça va être seulement les jeunes, moi je ne crois pas. Quand on sonne la mobilisation générale, mais cela risque de donner à des dérives. Vous savez, si vous et moi, on ne s'entend pas, au nom de cette mobilisation générale, un tel caporal, un tel sergent peut venir dans la maison. Parce que, sur tout ça, on dit, mais monsieur Pouli, votre fils, il est en classe de première terminale, votre fille, alors il faut les embarquer. Mais je sais pourquoi. Mais quels sont les... On sait que l'État, le Burkina a des problèmes. Mais quand on va amener vos enfants, quels sont les gars? On va dire c'est au nom de... S'ils reviennent morts, tant pis. Mais vous n'êtes pas sans savoir dans cette histoire, les gens peuvent faire des règlements de compte. C'est pour ça que moi, je suis méfiant. Je veux bien que le Burkina... Puisque le Burkina trouvant des solutions, nous aussi, on a des solutions. Mais j'ai dit, très souvent... ce qui commence chez son voisin risque de vous entacher. Donc, je crains pour le Burkina, je crains pour le Togo. Je crains également pour le Bénin. Mais encore faut-il, parce que la nuance, c'est qu'au Burkina, le chef de l'État, c'est qu'il a pris le pouvoir par la force, il peut s'arroger. Il a mis en veilleuse les choses. Mais demain, si au nom de cette situation, dans tous ces pays-là, on décide d'aller à la mobilisation générale, on devient quoi? Bon, moi, je souhaite véritablement que cette question soit véritablement clarifiée et que les libertés ne soient pas mises en berne au nom du djihadisme. Parce que les djihadistes, ils peuvent même quitter le sol, comment l'appelle-t-on, burkinabé, pour aller s'installer ailleurs. Dans ce cas, on fera comment? On l'a dit que le président, pour prendre quand même cette mesure, avait requis l'avis du Conseil constitutionnel et avait obtenu un avis favorable. Ça veut dire que ce n'est pas non plus une mesure contraire à la constitution burkinabé. Oui. Non, c'est une mesure légale. Parce que c'est vrai qu'il n'est pas arrivé par des élections. Mais en fait, c'est lui qui dirige le pays. Et il a dissous les institutions, il n'a pas une assemblée auprès de laquelle il peut aller demander un état d'urgence sécuritaire, comme c'est le cas dans des pays normaux comme le nôtre. Donc, il est obligé de légitimer un peu cette décision en allant vers la Cour constitutionnelle devant laquelle il a prêté serment, donc avant de prendre fonction, qui est beaucoup plus sa source de légitimité aujourd'hui. Mais c'est un peu similaire à ce qui se fait dans les pays normaux. On passe par le Parlement. Ici, il n'y a pas de Parlement. C'est lui qui fait tout. Il fait les lois, il les applique, il fait tout. Donc, il n'y a pas de démocratie actuellement au Burkina Faso. Il y a une dictature qui s'est installée du fait d'un environnement sécuritaire favorable et qui fait que ce jeune capitaine, quoi qu'il en dise, a une certaine adhésion populaire derrière. Maintenant, est-ce que ce sont les civils qui doivent faire le boulot? C'est là où, moi, se situe mon inquiétude. Parce qu'il y a une armée qui est là. Je ne sais pas si elle a un nombre suffisant, mais il faut déjà l'équiper parce que c'est son boulot. Maintenant, on arrive à une situation où déjà les civils dépassent les militaires dans cette lutte-là. Et est-ce qu'il y aura des moyens pour équiper tous ces civils-là, encore que ceux qui étaient dans l'armée n'étaient pas suffisamment équipés? C'est là où il y a ma crainte. Mais si l'idée derrière est de dire à tous les Burkinabés, vous êtes concernés par cette guerre au même titre que les forces de défense et de sécurité, là, je pense que c'est
c'est bien comme idée pour mobiliser les populations à s'impliquer et à contribuer. Après, quand on parle de mobilisation aussi générale, c'est en termes financiers. Depuis quelque temps, le gouvernement cherche les moyens pour financer la guerre contre le terrorisme. Il y a des sociétés qui ont mis des centaines de millions, d'autres ont mis des milliards, mais c'est bien loin du compte. Donc l'idée aussi, c'est de pousser certains Burkinabés qui ont les moyens aussi à mettre ces moyens à la disposition. Donc, en situation de guerre, je crois quand même que ce genre de mesures peuvent être prises, même dans nos pays encore démocratiques, si la situation s'aggrave, comme au Burkina Faso. Vous avez vu quand il y a eu Covid, il y a eu un fonds qui a été mobilisé pour combattre Covid. Et le président ici avait dit on était déjà en état de guerre, hein, c'est plutôt en France. Oui, en France, nous sommes en guerre. Donc, c'était une situation, et on a vu, les gens contribuer. Donc, je pense que c'est la même chose au Burkina. L'État a besoin de moyens pour financer cette guerre-là. Et sans doute, vous avez raison aussi de vous inquiéter, il va se tourner vers les opérateurs économiques. On sait que les hommes d'affaires ont de l'argent. Certains ont fait un geste, d'autres n'ont pas fait le geste. Probablement que l'État a une idée de ce qu'il y a dans les comptes de certaines personnes vers qui l'État peut se tourner. Bon, c'est peut-être là où on peut craindre pour l'économie, mais en même temps, sans sécurité, cette économie aussi est en difficulté. Si vous êtes un homme d'affaires dans un pays qui va être totalement occupé par les terroristes, je ne pense pas que la mobilisation est plus coûteuse pour vous que s'il advenait que les terroristes prennent en main totalement le pays. Donc ça va être plus difficile. Après, c'est vrai qu'on peut être déçu que ce soit un militaire qui ne soit pas élu, qui arrive et qui prenne ces décisions-là. Et au-delà de tout ça, pour moi, c'est déjà une approche assez intéressante et différente de ce qui se fait dans les autres pays en termes de lutte. Maintenant, est-ce qu'elle va aboutir? Encore une fois, moi, mon inquiétude, c'est au niveau des civils. Est-ce que tous ces civils-là qui sont déjà engagés, qu'on va encore engager, seront assez outillés pour aider à faire le travail? Est-ce qu'il ne faut pas se replier beaucoup plus sur les forces de sécurité dans le métier, et spécialement le métier des armes, qui en ont fait un boulot? Ils n'ont pas été contraints, qui ont choisi librement ce travail-là. Est-ce qu'il ne faut pas mieux les équiper, mieux les former, mieux les aguerrir et les mettre plus tôt en avant? Après, je pense aussi que toutes ces décisions peuvent être politiques. L'idée derrière, c'est vraiment de dire de nous laisser travailler. C'est une affaire qui nous concerne tous. Vous êtes tous au front comme nous. Je pense que c'est beaucoup plus ça. Mais après, on va être un peu prudent pour attendre les explications, parce que le président, en réalité, avant cette décision, devrait faire un discours et expliquer aux Burkinabés concrètement ce qu'il entend faire et ce qui explique la prise de cette décision. Alors, il y a quand même une situation aussi qui avait été testée le mardi dernier, le ministre de la Défense qui a lancé l'opération baptisée Grenier vide, qui a consisté à appeler les militaires du pays actifs ou retraités à donner leurs uniformes pour les soldats actuellement sur le terrain. On a l'impression que on sait que le Burkina, c'est un pays enclavé. Vous savez, le Premier ministre burkinabé avait dit, même entre-temps, avait laissé entendre qu'ils avaient commandé des armes, mais qui ont été bloquées par des pays côtiers à la demande de qui on sait. Aujourd'hui, le pays est vraiment en difficulté, il faut le dire aussi. Oui, bon, c'est normal. J'ai dit, je suis sur le principe, je suis d'accord que face à la difficulté, on trouve des solutions. Mais vous savez, quand le gouvernement décrète la mobilisation générale, l'approche ancienne, c'est que les gens participent de façon patriotique, c'est-à-dire qu'ils adhèrent volontairement. Ici, on arrive à un stade où on n'a pas besoin de la vie des gens. C'est la nuance. Et on n'a plus besoin de la vie des gens. Mais c'est pour ça que je dis que quand on veut arriver à ce stade-là, on fait même si ce n'est pas public, on fait des débats avec des experts pour comprendre les tenants et les aboutissants. Parce que l'ennemi que vous combattez là, lui, ce que vous proposez, c'est là où c'est ce qui va l'arranger. Ouais, non, je ne vais pas aller. Lui, ça, même votre stratégie que vous utilisez, c'est ça qui peut. C'est pour cela que moi, je voudrais que le président burkinabé, l'actuel président, soit soutenu dans son combat, mais qu'il se fasse comprendre. C'est-à-dire en imposant, en prenant le chemin de l'imposer. Je l'ai dit, moi, je fais juste le débat.
Les Burkinabés, on a écouté quelques Burkinabés. Je reste qui partagent la mesure. Ouais. Qu'ils sont d'accord. Donc nous, je ne parle pas pour dire... Non, moi, je fais le débat de prudence en disant que j'aurais aimé que tous les Burkinabés soutiennent l'actuel président indéfiniment. Qu'il ne commence pas qu'après, les gens commencent pas à se retirer. Parce que si demain, vous êtes un millionnaire et que vous consentez mettre 3 milliards pour aider le président dans son combat, vous assumez que demain on vienne vous brandir et qu'on saisisse votre compte pour dire au nom de ceci, vous avez 7 milliards, nous prenons 6 milliards. Vous n'avez rien à dire parce que c'est pour cela que c'est accompagné d'une mise en garde. Vous voyez? Donc vous n'avez rien à dire. Sauf que vous, on va prendre vos milliards. Maintenant, par la suite, le fait que vous êtes tué là, est-ce que c'est ça qui est la santé du Burkina? Est-ce qui me dit que demain, dans la frustration, parce que la frustration est un élément qui amène au radicalisme. Si vous demandez tous les commissaires, ils savent le dire comment on arrive au radicalisme. Donc, quand quelqu'un est frustré, alors qu'il aimait son pays, tout à l'heure, il peut se détourner, il peut se tourner et aller s'allier aux autres. C'est pour ça que j'ai dit, la démarche, elle est bonne. C'est-à-dire que trouver des solutions, elle est bonne. C'est-à-dire la volonté de trouver des solutions. Mais obliger les gens pour atteindre les objectifs, je trouve que c'est très dangereux. Donc, moi, je pense que la pédagogie qu'il a adoptée était meilleure. Se faire accepter. Faire en sorte que les gens acceptent. Et là, on a vu les VDP, des milliers. Les gens ont même contribué. Maintenant, ça ne suffit pas. Il faut convaincre les gens. Et puis, si on n'a plus besoin de partenaires occidentaux, tournons-nous vers les pays africains qui sont de bonne foi, qui peuvent nous aider aussi. Ça aussi, parce que ceux qui ne sont pas d'accord pour votre lutte, qui sont des occidentaux, vous vous créez la faille actuellement. Vous savez aussi, ils étudient ce que vous voulez faire. Et c'est là aussi. Et qu'ils peuvent vous dire aussi que dans l'argent que vous voulez prendre là, c'est les sous que vous voulez prendre. Vous ne donnez pas leur possibilité aux trafiquants de drogue maintenant de s'imposer, de faire... Bon, c'est autant de choses. Moi, je souhaite véritablement que cette histoire de mobilisation générale là, avec assortie d'une mise en garde, soit véritablement revue. Et que les Burkinabés, dans leur élan actuel, cela puisse continuer. Ça ne soit pas, comme vous l'avez dit, une dictature sèche. Parce que là où on est en train d'arriver, c'est ça la dictature sèche. C'est-à-dire on vient, parce que la Cour suprême constitutionnelle a donné son avis. On a besoin de votre titan, on vient, monsieur, on réquisitionne votre titan. Et voilà, comme je l'ai dit, on réquisitionne vos bureaux, vos employés, parce que c'est les personnes humaines aussi. Hein. On a besoin des femmes pour... Je dis ça fait rire, mais ça peut arriver. On a besoin des jeunes filles, on vient dans un lycée, ce n'est pas comme sous les boucans. Il faut aller préparer pour les soldats, on vous réquisitionne, on ne demande pas. Il n'y a pas de prime pour ça, il n'y a pas... Donc ce n'est pas... ça c'est. Mais par contre, si on explique aux gens qu'on a besoin de... Venez des jeunes filles, venez préparer, je crois que c'est beaucoup plus volontaire, les gens vont venir. Et en Afrique, les gens même sont prêts à accompagner. Maintenant, quand vous décrétez l'état, je ne sais pas comment ils appellent ça, la mobilisation générale pour votre pays, ça c'est... Ceux qui vont venir d'Afrique, c'est comment? C'est-à-dire qu'ils viennent pour accompagner, parce qu'il peut y avoir des gens accompagnés dans votre contexte où personne ne peut plus rien parler, parce que quand on dit mise en garde, c'est que vous ne pouvez pas contester. Si j'étais au Burkina, la façon dont je parle, là, au sortir ici, c'est l'être qu'on va me déposer avec les Rangers pour que je parte, pour m'amener à comprendre véritablement ce qui amène à prendre. Mais je reste convaincu que s'il adopte sa première méthode, ça va être plus payante que celle vers laquelle on va là. Là, au contraire, c'est que ça va créer des problèmes. On va passer maintenant au second sujet. Nous prenons la direction de la République démocratique du Congo. Là-bas, le président Félix Tshisekedi dit niet à toute discussion avec le mouvement rebelle M23. Les déclarations de Félix Tshisekedi ne sont pas passées inaperçues. C'était le 13 avril dernier en conférence de presse avec son homologue suisse. Le président congolais est revenu sur l'avenir des rebelles du M23 qui ont entamé un retrait des zones dont ils avaient pris le contrôle dans la province du Nord Kivu. Le chef de l'État congolais a été ferme. Il n'y aura pas de discussion avec les responsables du groupe armé. Ça veut dire donc qu'il ferme la porte à la présence du groupe armé aux prochaines discussions de Nairobi. Ce sera Nairobi 4, puisqu'il y a déjà eu 3 cycles de réunions entre le gouvernement et le groupe armé. Le 4e cycle est prévu en mai et doit de cette fois se tenir à l'est du pays. Certains parlent de Goma, de Bukavu ou de Bunia. En tout cas, que le président Félix Tshisekedi dise niet aux discussions. Il argue même que la constitution congolaise interdit donc de négocier avec les groupes armés.
on sait la force de nuisance également de ces groupes armés dans plusieurs zones de l'Est de la RDC. Est-ce que Tshisekedi mesure la portée de sa position? Oui, je pense qu'il mesure la portée de ses positions, sauf qu'il ne les assume pas totalement. Quand vous prenez une décision aussi grave, que vous n'allez pas discuter avec un adversaire ou un ennemi selon, ou un envahisseur, c'est que vous avez les moyens de le combattre. Est-ce qu'aujourd'hui les forces de sécurité de la RDC sont prêtes pour faire une guerre et remporter une victoire face au M23? Je crois que s'il avait ces moyens-là, sa position serait totalement acceptée. Maintenant, dans l'opinion, surtout congolaise, je pense que c'est la position qu'on souhaite qu'il adopte. Et il est assez bien dans une logique électoraliste parce qu'il y a les élections qui arrivent. Mais le président devrait avoir la lucidité des événements. Oui, mais c'est un couteau à double tranchant. Il a bien envie qu'on lui débarrasse du M23. Ses forces de sécurité en sont incapables. Mais en même temps, il ne veut pas aussi accepter les exigences du M23 malgré les accords qu'il y a eu et qui voudrait qu'il discute avec ces mouvements-là, qui exigeait aussi un certain nombre de choses en faveur de ces mouvements-là pour que ces mouvements se désarment et aillent vers une réinsertion. Donc aujourd'hui, sa sortie, je ne sais pas si c'est la présence du président de la Confédération suisse qui va diriger à partir du mois de mai le Conseil de sécurité des Nations Unies. Je ne sais pas si c'est cette présence qui le ragaillardit, mais il adopte là une posture d'un chef de guerre qui ne veut pas dialoguer avec l'ennemi, qui continue à dire que ce ne sont pas des Congolais, que ce sont des Rwandais, et qui pense qu'un dialogue leur permettrait d'activer encore des revendications assez farfelues qui vont éloigner encore l'accord de paix ou la paix dans ce pays. Mais en le faisant, c'est clair, et le M23 n'a pas tardé à réagir pour dire que c'est plutôt lui aujourd'hui qui fait entrave à la paix. Et on sait que la paix, le préalable pour la paix, ce sont les discussions, ce sont les négociations. Donc quand vous fermez la porte à ces négociations ou à ces discussions, même si vous avez raison, quelque part aussi vous fermez la porte à la paix. Et si les rebelles ne sont pas associés à ces discussions, je ne sais pas si aujourd'hui le président congolais compte sur l'Angola ou les forces de l'Angola pour faire reculer les rebelles, les cantonner et finalement les amener à se désarmer, à se réinsérer. Je ne sais pas si c'est sur l'Angola qu'il compte, mais cette prise de position, à mon avis, peut créer une autre situation, puisque les forces du M23 avaient entamé un repli, même si elles n'ont pas totalement quitté tous les territoires occupés, c'était déjà un bon signe, et ces discussions-là auraient pu faciliter les choses. Mais en prenant cette position-là récente, je crois qu'il ouvre la porte à une autre période d'incertitude qui pourra ramener les violences, ramener le M23 à revenir donc sur le terrain des hostilités. Le président Tshisekedi dit que c'est au moyen de ce genre de dialogue que les gens qui manipulent ce groupe nous infiltrent pour créer des revendications fallacieuses pour nous attaquer. Il fait un peu allusion au Rwanda, on le sait, parce qu'il ne manque pas d'occasion pour attiser un peu le feu vis-à-vis du Rwanda. Mais c'est un président qui, depuis qu'il est au pouvoir, a été incapable de ramener la paix dans l'est du pays. Quels sont les arguments qu'il pourrait faire valoir aujourd'hui pour contraindre le M23 au cantonnement, au désarmement, à la démobilisation, sans discussion? Alors, ce que je vais dire en langage, j'ai fait une lecture. J'ai l'impression que, d'abord, il faut préciser que le président Tshisekedi arrive au pouvoir, je crois, officiellement en janvier 2019. Oui. Janvier 2019. Il y avait des problèmes avec son prédécesseur. Cette histoire d'insécurité, ça date depuis longtemps. Et c'est sous sa présidence que l'accord de paix a été initié. Sauf que ce n'était pas M23.
déjà c'était en mars 2019, il y a eu tentative d'un accord comme ça de paix où c'est l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo qui avait conduit ces accords, et il y avait eu donc un accord de paix qui a été signé. Et c'est fort de cet accord que le M23, pour que le M23 soit créé, avait dénoncé parce qu'il estimait qu'on n'appliquait pas les accords là qu'ils ont créés. M23. Donc la définition des M23 même est liée même à l'accord de paix. Voilà. Et donc, le président actuel sait la nécessité de la paix, c'est sous sa présidence que cela a été fait, avant la naissance de M23. Sauf que, comme vous l'avez dit, en fait, j'ai l'impression que le président n'a rien contre les gens de M23, mais lui, là, en ligne de mire, un pays frontal. C'est-à-dire que pour lui, ce qui se passe là, M23 là, c'est pas... Parce que les gens de M23 se réclament même congolais, même si les gens disent qu'ils sont rwandais ou tout ça là. Il dit que c'est le président rwandais qui est derrière. Donc, à l'époque, quand il est venu au pouvoir, en même temps, il n'avait pas un certain nombre d'accords. Donc, il a cédé stratégiquement pour arriver à pensant que... Donc, quand le M23 a repris ses activités, vous savez, il a conduit des négociations secrètes avec des pays. Donc, vous avez cité un parmi, notamment l'Angola, le Kenya, la Tanzanie, tout ça là, qui ont assuré le président de leur soutien pour combattre la rébellion. Et donc, pour lui, laisser la rébellion préférée, c'est donner la possibilité au Rwanda d'édicter, comment l'appelle-t-on, au Congo démocratique, ses desiderata. Donc, il compte effectivement sur les pays là pour contrer donc, les M23. C'est d'ailleurs pourquoi il dit clairement, et vous l'avez si bien dit, parce que le mandat de l'actuel président va prendre fin bientôt, en 2024. Et donc, il faut se présenter véritablement comme un patriote, un président qui, quand bien même vous l'avez souligné ici en disant que c'est le M23, ce n'est pas un enfant, un petit enfant avec des dents de lait, c'est des gens qui disposent du matériel et tout ça là. Mais là aussi, il faut se poser la question de savoir si le président en exercice n'a pas à tort de dire que le M23 est soutenu. Parce que si vous voyez leur organisation, le matériel, d'où est-ce que cela vient? Pour une organisation qui n'est pas étatique, mais qui peut rivaliser contre un État, qui peut faire des combats contre un État. D'où est-ce que ça vient? Ouais. Donc, d'où la nécessité pour le président Tshisekedi d'aller chercher lui aussi des accords. Donc, c'est fort de ce soutien-là qu'il dit qu'il ne veut plus engager les discussions. Mais moi aussi, je reste convaincu que ce n'est pas une bonne décision. Parce que, effectivement, en prenant cette décision, fermant la porte des discussions, il risque de retomber dans les travers des premiers jours. C'est-à-dire que le Rwanda, qui aujourd'hui se sent accusé, à tort ou à raison, aura trouvé donc de l'occasion rêvée pour davantage armer, tant que c'est le Rwanda qui est derrière, armer davantage le M23. Et vous savez que le pays lui-même, le Congo démocratique, c'est une puissance pour l'Afrique. Quand je dis une puissance économique pour l'Afrique. Et les guerres successives qui se sont déroulées au Congo démocratique, c'est à dessein. C'est-à-dire que les rébellions qu'on a vues naître, qui sont parties et tout ça là, et d'autres qui naissent, c'est à dessein. Donc vous avez toujours des puissances, qu'elles soient africaines ou occidentales, qui sont derrière. Donc face à ça, pour un président qui de loin a suivi le parcours du Congo, depuis le premier président, enfin le premier ministre assassiné jusqu'à le règne de Mobutu, jusqu'à l'évincement, l'écartement de Mobutu, la prise au pouvoir du père de celui qui l'a succédé, comment lui il est mort, parce que vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que lui aussi, il s'est allié à certains pays de la sous-région pour chasser Mobutu. Et quand il est venu au pouvoir, ceux qui l'ont aidé ont exigé beaucoup de choses. Là où Kabila n'était pas d'accord, beaucoup de choses sont passées. Donc si lui, il veut tomber dans les travers de la... C'est-à-dire qu'il va faire amener l'Angola, le Kenya et tous ces pays-là qui veulent le soutenir, s'ils le soutiennent pour que les M23 disparaissent, ce qui est en contrepartie, il faudra donner quelque chose. Et c'est pour cela que je dis qu'il risque de tomber au travers. C'est pour cela qu'il faut qu'il ouvre les négociations. En ouvrant les négociations, on trouve des accords de paix, même s'ils existent. Autre chose, vous savez, l'armée congolaise actuelle est une armée multiforme, comment dire, c'est-à-dire que c'est plusieurs rébellions
à la suite des accords, on a intégré des gens. Donc il y en a qui ne sont pas totalement tous fidèles à l'actuel président. Il y en a qui répondent aux ordres des anciens généraux ou qui répondent même aux ordres des collaborateurs de l'ancien président, tout ça. Donc c'est une armée véritablement qui ne rassure pas le chef de l'État. Donc il y a beaucoup de choses qui jouent contre lui-même en tant que chef de l'État, d'où la nécessité d'aller vers la paix. Mais je ne suis pas le président Tshisekedi. J'ai bon espoir en tant que chef d'État leader africain, s'il prend sur lui la responsabilité de fermer les négociations, alors que la communauté internationale, la communauté africaine souhaite qu'on aille vers des négociations de paix. Je crois que si ce n'est pas des fins électoralistes, je crois qu'il sait sur quel pied il danse pour fermer les portes des négociations. Alors, quand le président ferme quand même la porte à la présence du M23, est-ce qu'il... peut-être que selon ce que dit Germain, pour lui, ce n'est pas véritablement le M23, mais celui qui le manipule. Est-ce que pour lui, c'est le Rwanda qui doit être à la table des discussions? Voilà. Mais je pense qu'avec le Rwanda, il y a eu des discussions parallèles, mais qui n'ont pas abouti. Donc le Rwanda se comporte comme s'il n'était pas totalement mêlé à ce qui se passe dans cette partie de la RDC. Et alors que le président Tshisekedi ne manque aucune occasion pour l'épingler et lui dire que c'est effectivement le Rwanda qui est derrière. Maintenant, je crois que Tshisekedi pense à la communauté internationale. Il compte un peu sur le Conseil de sécurité avec l'arrivée du président suisse qui, au cours de cette conférence, a eu quand même le courage de dire que ce n'est pas lui qui va trouver la solution, ni le Conseil de sécurité, mais beaucoup plus les pays de la sous-région, les 9 pays qui entourent la RDC, devraient travailler de concert pour aider ce pays. Donc lui, il a été quand même assez clair. Il ira voir la situation humanitaire et puis après pouvoir verser ce débat-là lors de la prochaine rencontre du Conseil de sécurité. Mais ce qui dit, je pense qu'il compte beaucoup plus sur la communauté internationale ou le pays étranger pour régler les problèmes. Et je ne crois pas qu'il a le bon bout pour trouver une solution. Ou vous passez aux négociations parce qu'aujourd'hui, la tendance de tout le monde, le vœu de tout le monde, c'est aller vous entendre. Mais si vous dites que vous fermez la porte aux négociations, il faut être capable en interne de pouvoir faire ce travail-là, de combattre et de chasser la rébellion hors de ce territoire, ce qui n'est pas encore envisageable avec l'armée de la RDC aujourd'hui. Donc, je ne pense pas que le Rwanda accepterait aller à une discussion avec la RDC sur le M23. Le faire serait totalement avouer qu'il est derrière ce mouvement-là. Après, je crois que les Congolais aussi ne sont pas naïfs. Et comme le disait Germain tout à l'heure, c'est toute une économie qui est en jeu. C'est plusieurs sociétés qui ne sont pas forcément africaines, qui profitent de cette guerre-là, plus le pays est instable, plus facile l'exploitation illicite donc, de ces ressources. Et donc, tous ces pays étrangers, surtout occidentaux, qui ont intérêt à ce que cette guerre perdure là, quand ils ferment donc l'apport du dialogue, mais ils s'enregistrent parce qu'ils se disent on a encore de beaux jours devant nous, l'instabilité va encore régner et puis nous allons continuer notre business. Donc je ne pense pas qu'il fait bien en faisant cette déclaration, en adoptant cette posture-là. Maintenant, c'est vrai qu'en RDC, une bonne majorité rejoint le président. Mais quand il y a une tendance comme ça dans un pays, voyez un peu ce qu'on essaie de faire au Burkina. C'est vrai que Tshisekedi aussi avait lancé une mobilisation des populations entre-temps, mais ça n'a pas marché. Mais contrairement au Burkina, ça n'a pas marché. Ça veut dire que si vous êtes derrière votre président qui ne doit pas négocier, c'est que vous devez être derrière lui pour aller combattre sur le terrain et chasser l'adversaire. Donc c'est une situation assez incompréhensible. Et peut-être après les élections, Tshisekedi va revenir à la raison pour faire la réelle politique
et ouvrir encore un autre round de négociations. Il y a le président Uhuru Kenyatta qui est le négociateur en chef désigné par les pays de la sous-région. Et puis il y a Serge Tshimbangu qui est lui-même le haut représentant de l'État congolais. Les deux, curieusement, avaient laissé entendre que le M23 serait présent. On a l'impression que dans les coulisses, ça avait été discuté. Le M23 serait présent. Et puis publiquement, le président se dédie. C'est ce que je dis, il ne se dédie pas. C'est pour ça que je dis, au vu de tous les éléments que nous venons de mettre sur la table, soit il prend des positions électoralistes, c'est-à-dire qu'il se présente en chef de guerre, un courageux patriote, et puis bon, cela peut valoir une réélection, et puis après, il va ouvrir les négociations, c'est possible. Parce qu'il est conscient que ce chemin-là ne l'arrangera pas. Encore lui, moins son pays, ses habitants, parce que les chefs de guerre qui pillent la RDC, c'est ce que les gens souhaitent. Donc je crois qu'il est dans une posture de remettre à plus tard les discussions. Cela va lui permettre d'organiser les élections, de tenir le langage patriotique. Et puis bon, voilà. Après, je reste convaincu qu'il va. Sinon, comme tu l'as dit, il ne peut pas dire des choses publiquement si entre-temps il n'y avait pas eu de discussion en coulisses. Donc tout le monde est tombé des nues, mais pour les politiciens, c'est possible. Je ne vais pas revenir dans mon pays ici, on en a vu beaucoup de choses. Donc voilà, sur la question du mandat social, ce qui a été fait. Donc les politiciens sont comme ça. Donc voilà. Si vous permettez, on va marquer la pause et puis on n'en a pas encore fini avec la République démocratique du Congo. Juste après le journal, on revient là-dessus.